Flow, l'actu de demain. Bonjour Inès, Bonjour Guillaume. bienvenue dans Flow. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Comme je t'ai expliqué, chez Flow, on aime bien recevoir des entrepreneurs, des créateurs, des artistes, des activistes qui proposent quelque chose de nouveau, une vision un peu différente des choses, qui remettent un peu le monde d'aujourd'hui en question et qui nous permettent de repenser le monde de demain. Donc c'est ça qui nous intéresse. Donc tu es une personne très impliquée dans beaucoup de projets, on en parlait encore à l'instant, très engagée également, donc on va en parler. Tu diriges une ONG, Digital for the Planet, mais tu es dans beaucoup de projets, donc je vais te laisser te présenter, je pense que tu le feras mieux que moi. Je sais pas. Mais en tout cas, merci d'être là. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce qui t'anime ? Écoute, déjà, merci à toi de m'inviter. Ça fait toujours plaisir d'échanger avec des personnes autour d'un podcast. Non, en effet, je remarque que les autres me présentent mieux. Je suis très brouillon. Ah bon? Ouais, les gens sont complètement perdus quand je commence à parler. En effet, je suis environnementaliste, techno-environnementaliste, pour le dire Ouais. précisément. J'étudie les impacts environnementaux, cognitifs et sociétaux de la technologie, des outils qu'on utilise au quotidien. Il y a presque une décennie maintenant, j'ai fondé une ONG qui s'appelle Digital for the Planet. Tout à fait. Je termine mon 2e mandat de présidente. Bravo. Merci, c'est gentil. C'est beaucoup de travail avec encore énormément d'enjeux, avec ce rêve, mais qui devient un objectif pour toute l'équipe et toutes les personnes impliquées. C'est quand même près de 200 000 personnes bénévoles et impliquées en Europe, cette ONG. 200 000? Ouais, Ah oui, c'est énorme. incroyable. Cette ONG, elle consiste essentiellement à déployer des formats des contenus de formation pour les écoles, pour très petites écoles jusqu'au lycée, voire université. Par le concours de l'UNESCO qui nous aide beaucoup, on a des fonds privés aussi beaucoup d'adhésions qui nous aident. On a quelques entreprises qui nous soutiennent. Donc ça, c'est un premier volet. Ensuite, on fait beaucoup de plaidoyer. On va à Bruxelles, il m'est arrivé d'aller à Washington ou dans certains pays africains, des pays d'Europe aussi, Ouais. quelques fois en Asie, il y a quelques temps, pour justement trouver des alliances, des terrains où on peut s'entendre, où on peut et finalement discuter de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire quel futur numérique est-ce qu'on veut pour les citoyennes et les citoyens, et retrouver cette souveraineté aussi, cette souveraineté de nos idéaux, pas seulement sur les enjeux qui aujourd'hui concernent la politique française, en ce qui concerne les données, des sujets sur lesquels on est aussi présent. Mais voilà, c'est surtout représenter la voix des Européennes et des Européens auprès des instances décisionnaires. Ok. Et écoute, je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite, mais donc tu as utilisé le terme techno-environnementaliste. Tu vois, moi aussi je bégaye. Est-ce que ce serait pas antinomique un petit peu ? On sait qu'il y a certaines personnes environnementalistes qui rejettent le technosolutionnisme. Comment tu gères cette antinomie dans le message que tu portes en fait ? Mais elles ont raison. J'ai horreur de cette espèce de surenthousiasme solutionniste qui d'ailleurs, je l'espère, j'en sais rien, parce que ces derniers temps, je reste un humain derrière, un humain qui aussi c'est fatigue, et d'avoir la tête dans le guidon en permanence depuis près de 10 ans, où on me voit beaucoup passer. Il y a à boire et à manger, il y a beaucoup de bullshit, pour le dire de manière très polie, et puis il y a aussi des choses merveilleuses et des initiatives extrêmement intelligentes. Mais sur les réseaux sociaux, par exemple, moi j'arrive un peu à une saturation, même si ça reste le jeu, je dois y être. Je pense qu'on sature tous là. On va pas se mentir, moi j'ouvre LinkedIn, je fais de la nausée, j'ai des nausées, quoi. On est tous accros et on se dégoûte nous-mêmes de ouais, l'être. Moi j'ose même plus poster, parce que déjà, j'ai l'impression qu'on poste tous la même chose. Bon, c'est un autre sujet si je rentre là-dedans. Mais LinkedIn, si tu nous entends, fais quelque chose. Non, donc je sais pas trop, j'ai l'impression que ça devient un peu, tu sais, comme diraient les adolescents, saut 2020, tu sais, le solutionnisme. J'ai l'impression que ça y est, les gens en reviennent, que les citoyens sont beaucoup plus aguerris, beaucoup plus au courant, et qui sont un peu moins naïfs sur « mais c'est génial, une IA qui va nous apprendre à mieux sécuriser dans la rue ». Non, en fait, on récupère tes datas, c'est très compliqué, on parle de sujets extrêmement sensibles, et on a un peu joué avec tout ça pendant très longtemps, avec des zones grises immenses. Puis maintenant, on commence à légiférer
c'est pas plus mal. Donc non, je suis d'accord avec ces environnementalistes-là. Et environnementaliste, ça veut pas dire qu'on ne veut rien entendre on ne veut parler de rien hormis les arbres et les oiseaux. Bien sûr. Ouais. C'est aussi aller mettre les mains dans le cambouis, aller voir justement là où il y a des externalités négatives, notamment là, en ce qui me concerne, la technologie. Et puis de savoir comment est-ce qu'on solutionne. Et la plupart du temps, par exemple, il y a plein de conférences que je refuse parce qu'on me dit alors, il faut donner les bonnes nouvelles, il faut dire comment on solutionne, il faut donner. Et j'admets que quand j'étais plus jeune, il y avait des solutions sur lesquelles on n'avait pas encore beaucoup de recul et on voulait y croire. Et donc, j'arrivais encore à manœuvrer la chèvre et le chou, comme dirait l'autre. Et avec le temps, l'expérience, les désillusions, il m'arrive de plus en plus souvent de dire, écoutez, non, en fait, je vais pouvoir apporter évidemment de l'espoir parce que sinon je ne ferais pas ce métier. Je vais pouvoir ouvrir le débat, créer des courants d'air dans les schémas de pensée pour qu'on construise mieux demain, notamment dans les écoles qui forment des jeunes technologues. Mais me demandez pas de vous parler de solutions juste pour que vous dormiez bien ce soir. Oui, t'as pas la baguette magique et D'abord non. et le somnifère qui va bien avec. J'ai pas le somnifère. Et puis surtout, on essaie d'être honnête intellectuellement dans un monde où c'est ok de l'être de moins en moins. Et donc le point de départ, c'est un double constat de Digital for the Planet. C'est on peut pas, et ça serait dommage quelque part de se passer du numérique, de toute l'économie, de toute la tech, mais on peut pas non plus nier le fait qu'on a un vrai sujet, un vrai problème au niveau de l'environnement. Et donc comment trouver le meilleur des deux mondes en fait et créer quelque chose de cohérent, d'éthique, responsable et accompagner ce mouvement. C'est ça le point de départ de Digital for the Planet. Oui, absolument, qui s'est créé de la prise de conscience, de l'éducation, de l'autonomie, de la souveraineté personnelle, en réalité, de comprendre quels sont nos usages, mais surtout il y a une vocation extrêmement politique avec un grand P, absolument pas partisane, mais politique dans ce sens où, par exemple, quand j'entre dans les écoles ou même dans des entreprises, une de mes premières questions, c'est qui connaît le nom de son député ? Et là, en général, j'ai 0, voire 1 personne qui lève la main. C'est à peine croyable. Ouais. Et puis, je veux dire, attention, je porte aucun jugement. Moi, avant de faire mon métier, je connaissais pas le nom de mon député. J'ai jamais connu le nom de mon député parce qu'en fait, c'est pas du tout des questions qu'on se pose. Et en réalité, de créer des égrégores, de se réunir, d'en parler ensemble, entre citoyens, entre voisins, entre amis, à un dîner, d'interpeller le député qui nous représente à l'Assemblée et de lui dire, écoute, voilà, nous, on est temps. Et puis, parce qu'en fait, ils servent à ça, ils ont des permanences, ces gens-là restent dans leur permanence, ils attendent des gens comme nous, comme toi, comme moi. Il faut aller les embêter un peu plus, quoi. Et puis ils sont payés pour qu'on aille les embêter. Bien sûr. Donc, j'incite beaucoup à ça, parce que c'est ça qui fera changer. Et en effet, tu vois, je me rappelle de cette innovation qui consistait à fabriquer des packagings de bière biodégradables dans la mer. Oui. Tu te rappelles, parce qu'on s'était rendu compte que sur les plages festives, on avait une recrudescence, on voyait plus le sable, il y avait que du plastique et il y avait une dangerosité absolue pour la faune et la flore sous-marine. Donc en fait, on va pas toucher aux usages. Ouais, c'est ça qui est terrible. En fait, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Ouais. C'est un petit peu comme cette espèce d'IA qui veut sortir et qui se veut. Vous vous faites suivre dans la rue, vous pouvez piner. En fait, vous tracez. En fait, l'appli vous demande. En fait, vous demande de l'autoriser à suivre absolument tous vos déplacements. Le pacte avec le diable. Déjà, ok. Et ensuite, si vous avez un jour une agression, ce qui arrive à peu près 1 fois par jour pour une femme, de près ou de loin, rien que cette semaine, j'en suis à 2. C'est vrai ? Oui, mais après, on apprend à gérer parce malheureusement, pas toutes les femmes, mais avec l'expérience, t'apprends. Wow. Moi, j'ai un mec repris de justice qui m'a montré son bracelet électronique et qui m'a confrontée dans le métro. J'étais toute seule, donc sur talon, enceinte. Oh là là. Et qui m'a demandé je te fais peur, et qui saignait de la tête et qui m'a donné un mouchoir sale et pour que je l'essuie. Donc voilà, on se retrouve, nous les femmes, quand même. Dans ce genre de situation, évidemment. Alors j'ai mon amoureux qui me dit si j'avais été là, ça se serait pas passé. J'ai dit mais mon chat, si tu avais été là, ça ne serait pas arrivé tout court, évidemment. Donc tout ça pour dire une femme, ça représente à peu près 1 pin par jour. Bonjour, j'ai un problème. Donc en fait, ça veut dire qu'on ne va rien changer dans le comportement des personnes agressives
Et par contre, on va encore plus rendre vulnérables par la donnée et la transmission de données les personnes qui sont victimes. Donc voilà, moi, et donc c'est là où le solutionnisme, et oui, en effet, a un effet très instantané, très rassurant, dopamine boost à mort. C'est bon, on est sauvé. Ah génial, j'ai un outil qui va me sauver la vie, j'ai un outil qui va m'aider à maigrir, j'ai un outil qui va m'aider à dormir. Non, enfin, on arrête quand de les conneries. Ouais. Et donc oui, c'est terrible parce que je m'entends parler, je me dis, Inès, est-ce que t'es pas un peu cynique par moment? En fait, je pense que j'ai écrit un papier il y a pas longtemps, il y a un mois, sur le cynisme, contre lequel je me bats, parce qu'en réalité, moi, je suis attaquée par pas mal de cyniques qui m'expliquent que je suis un petit peu naïve sur les bords. Et pourtant, tu vois, j'ai quand même là un discours qui est quand même pas mal agressif, en quelque sorte. Mais je crois qu'il faut préférer au cynisme le scepticisme. Ouais. Ce qui est la base quand même des raisonnements des scientifiques, qui est de remettre en cause. Le cynique ne discute pas, n'ouvre pas le débat, il se drape dans une espèce de supériorité intellectuelle et ne veut rien entendre. Or, le sceptique va dire sur quoi tu te bases, quels sont tes chiffres, ok, c'est très bien ton info, mais basé sur quoi? Et là, on peut s'enrichir. Et c'est vrai que c'est ce qu'on essaie d'apporter avec Digital for the Planet. C'est de la... Quand je parle de courant d'air dans les schémas de pensée, c'est ça, c'est du scepticisme raisonné. Courant d'air dans les schémas de pensée. Ouais, joli, c'est joli. Non, j'aime bien. Et t'imagines une maison que t'aères jamais? L'enfer, là, tu vois, cette odeur poisseuse de l'air. Voilà. Okay. C'est ça qui se passe quand tu réfléchis plus. Donc vraiment apporter la conscience du problème environnemental dans un premier temps, la conscience des dégâts de l'économie numérique, la conscience de nos comportements qui doivent évoluer. Tu prenais l'exemple de effectivement l'emballage qui se détériore automatiquement, effectivement, plutôt que d'encourager nos comportements d'abrutis. Non, on dit continue à jeter dans la mer, c'est génial, maintenant ça va plus faire de mal. Si on peut arrêter de jeter dans la mer, ça règle le problème, on n'a pas besoin d'inventer un produit qui se détériore dans l'eau salée. En fait, oui. Voilà, ça serait mieux. Donc apporter cette prise de conscience à tous les niveaux, donc environnemental, numérique, comportemental, et accompagner ensuite le changement. Donc, c'est la mission de Digital for the Planet. Le changement, il passe par l'éducation. Tu en as parlé tout à l'heure. Donc, impact fort, présence forte auprès des écoles, des enfants. La jeunesse, on parle vraiment de 7-24 ans. 7-24 ans, ok. Donc, tu as commencé il y a une dizaine d'années. Tu as commencé tout de suite à aller à la rencontre des écoles, des jeunes, des enfants, et de leur... expliquer justement les différents impacts autour du numérique? Mais ça a été assez naturel et fluide, oui. Okay. D'abord, on n'y a même pas pensé, ce sont les écoles qui nous ont appelés. Une fois qu'on a dit ça, je précise aussi qu'on travaille, je crois, avec toutes les grandes entreprises françaises. La moitié du CAC 40, on y va régulièrement pour accompagner, même si ça avance très très lentement, même si c'est pas toujours évident. Et puis on a contribué à écrire la loi, l'amendement dans la loi climat résilience, qui aujourd'hui oblige un enseignement numérique responsable dans les écoles, du primaire au lycée. D'accord. Donc voilà, j'ai beaucoup de... Je suis très fière que mon livre, j'ai écrit un essai qui s'appelle Réparer le futur, qui est enseigné aujourd'hui, qui fait partie des ouvrages à lire et recommander par les corps enseignants. Donc voilà, je crois beaucoup en l'éducation, même si c'est long, mais parce que finalement, nous sommes... c'est très facile de tomber dans le dogme, dans un sens comme dans l'autre. C'est très facile de faire des dictatures éclairées, finalement, de dire, en fait, j'ai vu la lumière, laissez-moi vous l'imposer. C'est plus rapide aussi, c'est aussi du solutionnisme. Pour moi, c'est un peu comme la technologie, c'est assez arbitraire. Et par moments, c'est tentant. Mais je préfère croire, je suis une grande défenseuse des libertés fondamentales. Et je crois qu'il faut préserver le libre arbitre des gens, en fait. À partir du moment où il est éclairé, en connaissance de cause. Donc tu leur apportes aussi cette compréhension des risques liés au numérique, que ce soit d'un point de vue éthique ou écologique, et pour qu'ils puissent ensuite librement s'orienter, idéalement, vers un numérique plus éthique. Écoute, oui, et puis pas que dans le numérique. Finalement, une fois qu'on a parlé du numérique responsable, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce qu'en réalité, on sait aussi qu'il n'y a pas d'environnement, ou en tout cas de justice environnementale sans justice sociale. Alors évidemment, en sous-main et de manière complètement sous-marine, j'interviens beaucoup au Sénat et à l'Assemblée sur des sujets de lobbying, de justice sociale internationaux.
Mhm. Ou en fait, quand tu as des contacts pour faire écrire et voter des lois, évidemment, tu les as pour défendre d'autres causes et donc tu t'en sers. Et puis, puis les gens te saisissent, en fait, qui sont concernés en premier lieu par ces sujets, te disent Inès, tu veux pas nous filer un coup de main là? Donc on y Ouais. va. Et c'est important de toucher à tout. Tu vois, là, je te parlais tout à l'heure de cybersécurité, on peut en parler Mhm. après, mais Ouais. c'est un sujet qui va grandement m'occuper et m'accaparer là dans les années à venir, avec un produit incroyable sur lequel mon équipe et moi travaillons depuis plusieurs années. Mhm. Parce que la cyberguerre est réelle et elle a Ouais, bien sûr, commencé. bien Et sûr. aujourd'hui, tu as des attaques tous les jours. Une entreprise, entre 40% des entreprises touchées par une cyberattaque meurent dans les 6 mois. Ah ouais, C'est c'est énorme. c'est énorme. 40%. Et ne se relève pas, hein, c'est entre 80 000 et 150 000 euros. Hein. Tu as une attaque, tu n'as plus accès à tes données, tu payes plus personne, tu n'as plus accès à tes comptes bancaires. Tout est noir, tu n'as plus d'électricité, tu n'as rien, tu es dans le noir. Et là, soit tu as l'argent, tu as de la trésor et tant mieux. Et ça fait quand même mal. Hein. Ouais. Et tu arrives à t'en sortir et là, ça va prendre le temps qu'il faut. Et c'est ça, en fait, qui te tue. Hein. Soit tu l'as pas et là, c'est Ouais. terminé. Là, c'est terminé. Donc, il faut vraiment des vraies solutions. Je suis très contente de pouvoir bientôt annoncer tout ça avec l'équipe qui m'accompagne. Génial. Donc ça, c'est enthousiasmant. Et donc, pourquoi je parle de ça? Parce qu'en réalité, on essaye de faire ce qu'on peut à nos échelles. En tant que citoyen, je crois que c'est important. Et moi, pourtant, j'ai fait un bac L. Hein. D'accord. Voilà, à la base, j'aime la poésie. Je voulais écrire des chansons pour les artistes. D'accord. C'était Mais pas t'as très écrit clair un peu ce que de je voulais. poésie finalement, quand Ouais, même. j'ai un peu écrit de poésie entre-temps. Il me faut un petit peu d'esthétique Ouais, dans bien un sûr. monde parfois un peu violent, parce Ouais. que ça reste violent ce que Ouais. je fais. T'es attaqué par les lobbies. À Bruxelles, t'es insulté parfois par les représentants des GAFA. C'est pas du tout un monde, Et ça, monde t'arrives poli. à gérer cette pression, cette confrontation Aujourd'hui, de mieux en mieux. Ouais. Quand j'ai commencé, j'ai été harcelée, trollée. Ouais. J'étais menacée aussi. D'accord. J'étais bloquée. J'étais invitée sur des commissions dans certains ministères et j'avais des partis pris de personnes qui s'autorisaient à me montrer des boucles de mails où on disait si elle vient, Ah ouais. on annule tout, on vient pas. Le boycott. Voilà, j'ai été boycottée, intimidée. Chantage, enfin non, peut-être pas chantage, mais ouais, intimidation, c'est ça que je... Intimidation. J'avais des conférences où on disait si elle vient, il y avait des forums où c'était écrit Ouais. Burn the Witch. Si elle Burn the vient, witch. on la confronte. Ah ouais. Et par contre, moi, je me rappelle le jour-là, ça m'est arrivé une fois, le Burn the Witch. C'était un gros hashtag au temps de la ligue du LOL, hein, tu sais. Ouais, bien sûr. Et on allait chercher des gens dont qu'on avait envie de bisuter en réalité. Et quand ça m'est arrivé, j'y suis allée, je m'étais arrangée parce que en fait, faut pas oublier, je travaille quand même dans la tech. Mhm. Moi, j'ai des hackers qui travaillent avec moi depuis 10 ans. Pas mal. Donc, en 2 temps, 3 mouvements, on a trouvé l'identité des personnes. On avait leur adresse, leur poste, l'adresse de leur entreprise, le nom de leur N+1, le nom de leur femme et de leurs enfants. Donc, je savais à quoi ils ressemblaient, la couleur de leurs yeux et s'ils avaient une carie dans la tu mâchoire. rigoles pas, toi. Non, on n'a pas le temps. Et je me rappelle, je devais avoir 26 ans, 27 ans. Et je suis arrivée, j'en ai vu un, je l'ai confronté, je l'ai attrapé contre le mur. J'ai dit, tu vas me faire quoi, toi? Et il bégayait, il m'a dit c'est pas moi. J'ai dit écoute-moi bien, tu vas aller voir tes petits copains, tu vas leur expliquer que là je vais faire ma conférence, j'entends quoi que ce soit, je suis pas venue toute seule, d'accord? T'as pas que de la poésie en toi, ok, non. d'accord. En fait, il faut tu sais avoir montrer un peu les de dents muscle. quand il faut. Mais bien tu sûr, t'as pas le t'as choix, raison. c'était soit ça, soit moi, j'endormais pas la nuit. Ouais. En fait, je pleurais sous mon coussin comme une enfant de 8 ans. Donc, en fait, c'était soit tu te lèves tout de suite, puis t'as une équipe qui te regarde, en fait. Ouais, c'est pas une balade de santé, quoi. Ah non, donc aujourd'hui, quand il y en a qui veut m'intimider, je lui fais un grand sourire, je dis on a fini, on peut commencer. Ça va, on peut passer à autre chose. Et je le fais d'ailleurs avec plus de douceur et de diplomatie, parce que... T'es plus sereine aussi. Parce que quand t'as lancé, c'est une question que je voulais te poser, mais t'as pas commencé toute seule. Digital for the Planet, t'étais déjà un peu entourée, t'avais déjà quelques connexions, une équipe ou... Ah non. Non, t'as vraiment commencé toute seule. J'ai commencé toute seule, mais pas très longtemps. Rapidement, j'ai un ancien collègue qui m'a rejoint, qui travaille avec moi dans le conseil. Et c'est devenu mon meilleur ami. Il est devenu secrétaire général de Anthony Alphon, qui est de l'ONG. Ensuite, il a travaillé il a été débauché par Matignon. Ok. Et maintenant, il dirige la communication dans un grand groupe coté en bourse. Ok. Donc, c'est resté mon meilleur ami. Et puis après, on a recruté pas mal de personnes, et des personnes qui aujourd'hui sont chez Capgemini, dans les Big Four, qui vont faire du conseil, toujours dans l'environnement. Donc, je suis contente parce que je me dis que c'était une très belle carte de visite. Bien sûr. Digital for the Planet. Et alors, comment t'es passé de
Alors déjà, comment t'es venue cette idée? Puis ensuite, comment t'es passé de bon, j'ai cette idée, je commence dans mon salon, et puis quelques années plus tard, il y a 200 000 bénévoles, quoi. Mais c'est ça qui est terrible et vraiment, je vais lasser les gens en disant ça, mais j'ai jamais eu de business plan. Bah, d'ailleurs, c'était pas un Mhm. business. Oui, c'est une ONG, donc. Mais au départ, c'était censé être cool. En fait, moi, j'avais besoin de prendre du temps pour moi, du recul, comprendre ce qui se passait. Moi, je suis arrivée sur le marché du travail où on me parlait de community manager, on savait même pas ce que c'était. On te disait oui, oui, et tu postulais, hein. Tu disais vas-y, je veux bien le faire, tu vois. C'était pas clair. Entre ça et planning strat, tu comprenais rien, tu Ouais. vois. Et, et puis, ça a été la course. Moi, je viens de l'industrie du luxe, c'est là où j'ai commencé. Ouais. Et dans l'industrie du luxe, il s'agissait de changer complètement la manière de faire du retail. On parlait de figital. Ouais. On essayait tout et n'importe Oula, oui, quoi. ça vient de loin, ça. C'était, Figital, ah ouais. ouais, tu vois, on parle de l'époque. Ouais, ouais. Et là, enfin, faut fidéliser les briques, hein, le Brésil, Russie, Chine. Tout à fait. On parlait de ça à l'époque. Ça s'est terminé. Ah, ça revient un peu, là. Un petit peu, ouais, C'est là, un peu ça revient. revenu, là. Pour différentes Ouais, raisons. c'est ça. Enfin, la Chine n'est plus du tout le premier Ouais. consommateur maintenant du luxe. C'est d'ailleurs aujourd'hui ce qui cause la crise dans le luxe. Enfin, c'est un autre sujet, mais c'est en ça que je disais que ça a bougé. Et donc, on essayait tous les outils possibles et imaginables. Et ça partait dans tous les sens. Et c'est vrai que moi, c'était une frénésie pour moi que j'avais besoin de stopper un peu. Donc, tout ce que je voulais faire, c'était étudier l'impact. Je me suis dit, non, mais attends, c'est pas invisible tout ça. Il y a forcément. C'est dingue parce que je me rappelle mes toutes premières conférences. Je passais 1 heure à expliquer en quoi ça pouvait polluer. C'était pas clair pour les gens. Tu te rends compte En quoi le numérique pouvait polluer? Bien sûr. Je disais, mais un mail, je comprends pas comment ça peut polluer. Et moi, je devais En expliquer l'histoire des 2016, câbles. c'est ça, 2016. Ouais, exactement. Et là, aujourd'hui, les gens comprennent bien qu'il y a des câbles sous la mer, etc. Mais c'était encore assez... Et en fait, je crois que j'ai été poussée par les volontés citoyennes. Ok. En fait, parce que les employés des entreprises sont avant tout des citoyens, et eux me contactaient sur LinkedIn ou sur les réseaux en me disant, j'aimerais bien que tu viennes dans ma boîte. Et je vais faire en sorte de ramener mon boss, mon N+3, ou le DG carrément, ou parfois le président. Et j'ai commencé à me faire un réseau comme ça. Je suis entrée dans des classements. Je me retrouvais dans des magazines. On me demandait des interviews et je comprenais même pas ce qui m'arrivait. Hein. Je viens pas de ce monde-là, pas du tout. Et t'étais une des rares, justement, à avoir ce discours à l'époque? Bah oui, on m'a souvent nommée comme la pionnière, mais T'es devenue une référence. Souvent rappelé que j'étais pas la première. Il y avait beaucoup de scientifiques qui travaillaient ça, mais en tout cas, je crois que j'ai été la première à vulgariser le propos. Ok, ouais, c'est ça. En parler de manière très accessible. Et du coup, à créer le déclic dans le monde de l'entreprise, dans le monde citoyen. Ouais, c'est vrai. C'est toujours drôle quand j'ai... Et donc, t'as embauché des personnes assez rapidement? Oui, très rapidement. D'ailleurs, c'est là que j'ai appris que la croissance rapide, c'est encore plus difficile à gérer qu'une entreprise qui démarre pas. Ouais. Moi, toutes les erreurs, je les ai faites. Je suis une encyclopédie sur pattes d'erreurs à pas faire quand tu montes ta structure. Parfait. C'est riche d'enseignements. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, tout de suite, donc c'était, comme tu le disais, ce n'était pas une mission à but lucratif, mais tu as quand même pu générer des revenus pour pouvoir embaucher des personnes et également commencer à créer un réseau de bénévoles. C'est comme ça que c'est monté petit à petit, en France principalement, et puis aujourd'hui à l'international. Absolument. On a fonctionné avec les dons privés, avec des entreprises. Au départ, je donnais des conférences. Moi, je me payais pas. J'ai vécu 2 ans sur le canapé de ma meilleure amie. Parce que là, tu avais tout lâché? Tu t'étais mis à fond là-dessus? Oui, j'avais tout lâché. J'ai vendu mon petit appartement que je m'étais acheté. Ah ouais, ok. Un peu en mode tête brûlée. Hein. Je suis assez tête brûlée. En réalité, une fois que j'ai une idée en tête, c'est très compliqué de m'y déloger et puis de m'empêcher de faire ce que j'ai à faire. J'ai horreur qu'on m'empêche de faire ce que j'ai envie de faire, par ailleurs. T'as bien raison. Ça, je sais pas, ça vient toucher une zone de douleur absolue. Tu veux enlever sa gamelle à un chat, c'est un peu pareil, tu vois. Tu attestes que c'est péril. Et donc, j'y suis allée tête brûlée, tu vois. Et c'est là que j'ai appris aussi la différence entre un risque dangereux et un risque sécurisé. Moi, j'ai pris un risque extrêmement dangereux. Hein. J'ai joué de chance. Et aujourd'hui, quand j'interviens dans des cercles notamment de femmes ou pas, de jeunes femmes qui veulent quitter le salariat pour monter leur boîte. C'est vraiment un point sur lequel j'insiste. Hein. Les entrepreneurs qui ont le mieux réussi, c'est prouvé aujourd'hui, tu as des chiffres, hein, c'est statistiques, sont ceux qui ont pris des risques sécurisés. Ok. Il y a 1 million de raisons pour lesquelles j'aurais dû mourir très vite en tant qu'entrepreneur. D'accord. Non, j'y suis allée comme ça, et au départ, je payais très mal, mais j'avais des gens tellement motivés, tellement passionnés. En fait, j'ai eu de la chance, mais folle,
Les gens croyaient à la mission. C'est moi qui leur disais de partir le soir, en fait. Hein. Ouais. C'est rentrer chez vous. Parce que t'aurais pu, vu que tu avais tout lâché, tu aurais pu quand même créer un business. Mais tu as volontairement décidé de t'orienter vers un modèle non lucratif, une ONG. Ouais, ça me saoulait, en fait, de faire un Ouais, tu voulais business. pas faire un business. Non, il y avait trop de trucs à faire, à Ça comprendre. te gênait de rattacher l'idée du business à une idée qui fait du sens, un combat? Absolument pas. C'est très important Non, c'est pour pas moi de ça? faire de l'argent. Ok. C'est hyper important pour moi, pour plein de raisons. Et je l'assume complètement. Et c'est un discours que je porte aussi de manière assumée, notamment pour les femmes, parce que c'est très tabou. Hein. Mhm. Et moi, j'ai aucun problème à faire de l'argent. Et plus j'en fais, mieux je me porte. Par contre, non, je me sentais pas en adéquation en faisant un business. Je me sentais surfer sur un malaise et ça me plaisait pas. Ouais. Je voyais justement toute l'amplitude de ce qu'il fallait encore comprendre, rechercher. On n'est pas mûr sur le sujet. Hein. On commence à peine à avoir des politiques qui comprennent de quoi ils parlent. Pardon, mais moi, mon livre a été plagié. Enfin, je veux dire, j'ai retrouvé des pages de mon livre qui se sont retrouvées transformées en tribunes dans des magazines, mais je l'en veux même pas parce qu'en fait, il fallait en parler. Le message continue d'être porté d'une certaine façon. Exactement. Et donc, c'était très bien. Moi, j'avais des sénateurs, des députés, quand j'allais les voir, qui me gardaient la main quand je leur serrais la main, qui me disaient « Inès, explique-moi une blockchain, qu'est-ce que c'est ?» Et alors, un data center. Et on en était là, on était en 2019, 2020, 2021, tu vois. Et tu dis, waouh. Et en fait. Et pourquoi ça pollue? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce qu'il y en a vraiment de la pollution? Et donc, on parle de sénateurs, tu vois. Ouais, tu partais vraiment de très loin. Et donc, moi, là, tu me dis faire un business. Alors, oui, il y en a plein qui l'ont fait, tu vois. Alors, oui, il y avait la mode de on vous efface toute votre boîte email, de vos corbeilles et tout ça. Mais voilà, c'est cosmétique. C'est très bien, supprime tes mails. Mais c'est pas du tout ça qui va faire en sorte qu'aujourd'hui, c'est les centres de stockage de données qui vont d'ailleurs se démultiplier en France, notamment pour les besoins de l'IA générative, et notamment les emplois qu'on en fait. Ça va apporter deux conséquences. Hein. Aujourd'hui, on le dit pas, on n'en parle absolument pas, mais il y a déjà 1,9 milliard d'euros de fonds privés qui vont être investis en France pour la construction de centres de stockage de données. Soit du edge, soit du hyperscale, hein, donc soit des moyens ou des très très grands. Les edge vont être dans des centres-villes, les hyperscale en périphérie. Maintenant, il y aura des impacts environnementaux, notamment par les besoins en électricité. Les besoins en eau, hein, de l'eau claire, et ça va, on le sait aujourd'hui en prospective, hein, ça va handicaper la construction de nouveaux logements parce qu'on n'a pas une capacité, un centre de stockage de données aujourd'hui à hyperscale, c'est une ville comme Lyon par an en termes de consommation électrique. Wow, voilà, en toute tranquillité. Donc, quand tu construis un hyperscale, à côté, tu construis pas une nouvelle ville pour faire des logements. Ouais, c'est un peu inquiétant parce que. Un petit peu inquiétant. Donc, il y a l'énergie qui alimente les data centers. Bon, si effectivement les data centers peuvent être alimentés en énergie renouvelable, c'est mieux. Mais en fait, en plus, mais il n'y a pas que ça. Mais l'énergie renouvelable, elle fonctionne même pas comme ça en plus. Tu vois, enfin, c'est pas ça. En fait, on la produit et ensuite on la rejette sur un réseau européen, sur une grille européenne. Donc en fait, même toi, si demain tu mets des panneaux solaires sur c'est pas ta maison qui est autonome. En fait, tu vas la remettre sur le réseau. Et puis, c'est la consommation qui est très indirecte aujourd'hui encore. Donc, au mieux du mieux, ce qu'on pourra faire, c'est l'énergie issue de l'énergie nucléaire. Pardon, l'électricité issue de l'énergie nucléaire. Et donc, mais ça reste encore. ça reste très à la marge. C'est que aujourd'hui, c'est la principale manière de s'alimenter en électricité, c'est le nucléaire en France. En France, si demain, tu as des hyperscales qui poussent, donc tu imagines, tu en as une centaine qui poussent en France, et chacune représente la taille d'une ville comme Lyon, fais ton calcul. On a des ressources limitées. Et c'est cette course à l'ultralibéralisme, moi, qui me dérange. Et pourtant, j'ai commencé par ça. Je suis une grande défenseuse des libertés fondamentales, mais il y a une différence entre les libertés et l'ultralibéralisme. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que dans l'opinion publique, on a encore du mal à faire la différence. Ouais, donc ton message, qui était initialement peut-être pédagogique, qui voulait provoquer un éveil, une prise de conscience, c'est devenu de plus en plus une alerte aussi, parce que finalement, même si la prise de conscience s'est développée, et aujourd'hui, ce sont des sujets qui sont beaucoup plus connus, maîtrisés, malgré tout, la société va quand même de plus en plus dans cette direction où on va être énergivore et où en fait cette tension
entre le numérique et l'environnement va continuer à s'accroître. Tu as dit un mot important, tu as dit la société. Si la société continue à consommer. Je fais toujours attention à cette nomenclature parce que la société, ça veut dire personne en réalité. Mhm. Tout à l'heure, tu disais aussi, nous, en tant que citoyens, il faut se raisonner. Je fais aussi très attention à la pression qu'on met sur les citoyens. Mhm. C'est-à-dire, on va vous donner ChatGPT, par contre, s'il vous plaît, soyez sobre. Non, mais vous foutez de la gueule de qui? Moi, tu veux me mettre en colère, vas-y, sors-moi un truc comme ça, tu vois. Vas-y. Et là, il peut tout arriver. Tu sais, il y a un truc qui pète dans ma tête, et ça y est, on est passé sur... Inès a dégoupillé, ça y est, c'est parti. Inès a glissé. Et... Mais oui, mais on est dans cette contradiction permanente aujourd'hui. Oui, mais aujourd'hui, on peut faire le choix de politique numérique et technologique. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on est sur des gros sujets de souveraineté et qui prennent énormément de temps parce que ce sont des conversations complexes qui engagent déjà 27 pays, plus de superpuissances dont on n'est pas très sûr de qui comprend quoi et qui décide quoi. Ils ne sont pas tous alignés, déjà. Non, puis ils ne sont pas tous la lumière à tous les étages, on a l'impression, pardon. Quand on regarde un peu loin, on se dit « Ouh ». Donc voilà, en tant que citoyen, bien sûr, la chose la plus précieuse et la plus impactante qu'on peut faire, c'est faire pression. Faire pression, de donner nos avis. Tu vois, LinkedIn, qui est devenu une plateforme où je pensais que j'étais un mauvais manager. Et en fait, et à la fin, tu te rends compte que le mec s'auto-sauce, il est en auto-promo total, il s'explique que c'est le mec, le père de l'année, le manager de l'année, le patron de l'année, le voisin de l'année. Et ceux qui lisent ça sont dégoûtés, ils se disent « Putain, je suis une merde ». Non, et puis moi, ce que j'adore, c'est les 14 000 likes. Je dis, mais bravo, avec une photo, génial. Non, puis avec une photo de sa superfusée. Non, mais enfin, moi, je veux bien, ça me touche, mais en fait, il y a... À un moment donné... Ça devient une mascarade, un petit peu, ouais. En fait, c'est quand on devient la caricature de nous-mêmes, évidemment, que... J'ai une famille très impliquée dans les enfants leucémiques. J'ai passé énormément de temps, je continue dans des hôpitaux avec des enfants cancéreux. J'ai perdu mon père d'une leucémie. Je sais ce que c'est que de voir quelqu'un sous tuyau mourir, qu'on ait 4 ans ou 57 ans, en fait. C'est juste... si tu as cette audience, prends la parole, en fait. Il se passe des choses graves. Pas que sur le plan du numérique, en fait. Aujourd'hui, en tant que Françaises et Français, on veut une vision. En fait, c'est quoi le projet? C'est quoi être Français aujourd'hui et vers quoi on va? Et en réalité, on met le doigt sur tout ce qui nous désunit, que ce soit sur un plan écologique, politique, sociétal, peu importe, existentiel, spirituel. Mais en réalité, moi, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui nous réunissent et qui pourraient faire de nous un peuple très uni dans ces différences. Tu disais, mon travail, c'est aussi d'alerter. Il y a des personnes dans l'environnement et dans d'autres secteurs du militantisme qui sont, on va les nommer comme radicales. C'est-à-dire qu'elles vont avoir une action plus directe, elles vont être plus en coup de poing, elles vont nommer les gens, elles vont utiliser d'autres techniques de communication et d'action qui ne sont pas nécessairement les miennes. Et d'ailleurs, en ça, on peut aussi juger mon action qui soit un peu plus tiède. Parce que ma posture, elle a toujours été celle-là. C'est celle de l'éducation, celle de la diplomatie. Par contre, mon travail a beaucoup moins de force si les personnes dites radicales ne font pas le leur. Je comprends. J'ai besoin de ces personnes-là. Chacun joue son rôle, quoi. Exactement. Ces personnes nous aident à rendre très acceptable ce qu'on dit, en réalité. Donc, il faut aussi... c'est un tissu très interdépendant qui est nécessaire. Et par ailleurs, l'opposition est nécessaire aussi pour pouvoir avoir un débat et pas tomber dans une dictature éclairée, comme on le disait tout à l'heure. Maintenant, ma posture, là où elle est double, c'est qu'évidemment, je reste optimiste. Quand on fait mon métier tel que je le fais, il faut croire en l'humain profondément et surtout l'aimer. Et ça, c'est, je crois, quelque chose qui me caractérise en premier lieu, c'est que je ne veux jamais vivre qu'avec les autres. C'est dans mes tripes. Maintenant, je m'aperçois qu'il y a un monde où demain, il y a le chaos. C'est pas du tout improbable. C'est même plus que probable. Il y a un monde où il y a le chaos demain. Et j'ai fait la paix avec moi-même que s'il y a le chaos, on va l'accepter, en fait. Parce que toujours très proche des libertés fondamentales. Je préfère un chaos où on apprend.
Ou peut-être, Et peut-être on change aussi. peut-être on y laisse notre peau, tu vois. Peut-être qu'on change, peut-être que nos enfants comprennent mieux, peut-être que c'est le prix à payer aussi pour les abus qui sont les nôtres dans tous les sens du terme, dans tout ce qu'on s'autorise à faire, et alors qu'on sait pertinemment qu'on n'a pas forcément l'autorisation de le faire. Donc, Mmh. donc c'est aussi là la limite, c'est d'avoir, et je crois que c'est très important sur le plan de l'humilité. De se dire, et si on sauve pas, en fait? Si on sauve pas les gens, il se passe quoi? En fait, déjà, tu t'appelles pas Dieu, Mmh. t'es toute seule, tu feras rien du tout. Il te faut un paquet d'alliés. Et si on n'y arrive pas avec tout ça, et ben tant pis, on va prendre le chaos, on va ouvrir grand les bras, on va se prendre la vague. Mmh. Et puis on verra si on respire, on verra si on s'en sort déjà, si on a la chance de passer de l'autre côté et d'être encore là pour reconstruire. Ouais. Mais je pense qu'il faut aussi maintenant, c'est Boris Cyrulnik qui parle très bien de cette fameuse résilience, Ouais. qu'on a très mal compris. La résilience, c'est t'as tout perdu dans ta vie, mais sois résilient, tout ira mieux. La résilience, il a très bien rappelé il y a pas longtemps, justement, en se plaignant du fait que ce terme avait été complètement galvaudé, compris de travers. Il disait, la résilience, elle n'est possible que quand on est dans le lien avec l'autre. Et je crois que c'est vrai à toutes les échelles, à tous les niveaux. S'il y a un chaos demain, très bien. Qu'il soit politique, existentiel, spirituel, partisan, environnemental, financier. On Ouais. verra. On verra si on est capable d'être résilient ensemble. Si on garde le lien, ouais. Et c'est vrai que tu parlais de ce lien absent, ou en tout cas fragile au niveau européen, pour avoir une approche commune de la compréhension des problèmes, des politiques menées ensemble. L'impact du numérique, il est environnemental, mais il est aussi sur la protection des données personnelles. On en parlait tout à l'heure aussi par rapport à l'IA. J'ai quand même l'impression que autour de ça, on a créé quelque chose d'intéressant en Europe. On a légiféré, on a la RGPD pour protéger les données personnelles. C'est quelque chose qui emmerde d'ailleurs pas mal d'autres régions du monde. Oui, c'est vrai. Mais il y a quelque chose de très fort. Il y a un message très fort. On a réussi à légiférer, à encadrer d'une certaine façon, pourvu que ça dure. Surtout vu la pression business qu'il y a autour de l'arrivée de l'IA. Voilà, c'est un rempart qui peut sauter aussi. C'est aussi un message que tu portes, que c'est un aspect que tu travailles aussi dans ton discours, dans ton combat de Digital for the Planet. Pardon, pour être sûr lequel? Le fait d'être solidaire en Europe? Protection des données personnelles. Évidemment, Et, ouais. oui. Évidemment. D'ailleurs, on est vraiment là pour soutenir aussi ces politiques qui sont en devenir encore, parce même si elles sont là, elles sont précieuses, parce qu'elles ont le mérite d'exister et de montrer qui nous sommes en tant qu'Européennes et Européens. Il faut continuer à les soutenir, et elles doivent être encore plus abouties, plus fermes, plus fortes. Tu disais, avec les enjeux business qu'il y a autour, Ouais. en réalité, c'est là où en fait, tu touches à la zone sensible, tu touches à la zone de douleur. Tu vois, quand Trump est arrivé donc cette seconde fois au pouvoir, tous les marchés boursiers se sont envolés. Tu as vu, ça a été hyper positif, les gens étaient rassurés, etc. La crypto-monnaie. La crypto-monnaie s'est envolée, et là, on commence à se rendre compte que les marchés se tempérisent, que la crypto, là, c'est compliqué. On commence à se rendre compte que les banques n'aiment pas prendre des risques. Les banques n'aiment pas les gens imprévisibles. Et la guerre commerciale qui commence avec les taxes que Trump impose à l'Europe, à la Chine, absolument, au monde entier. Tu le dis très bien. Donc l'incertitude autour de ça. L'incertitude, les banques n'aiment pas. Mais en fait, au-delà de ce constat, une fois qu'on a dit ça, on dit quoi? C'est ce que ça indique aujourd'hui. Il fut un temps où l'économie suivait la politique. En fait, on s'aperçoit aujourd'hui que c'est l'inverse. La politique suit l'économie. Et c'est peut-être ça qui peut nous sauver peut-être d'un impérialisme, d'un renouveau impérialiste de la part d'un Donald Trump en Europe, qui inquiète absolument tout le monde. C'est peut-être le fait que l'ultralibéralisme, notamment les banques, ne suivent pas, en disant attendez, vous nous faites peur, en fait, on va pas y aller. Donc ça serait les banques qui nous sauveraient finalement, qui seraient plus éthiques que les politiques. C'est là où on a un immense problème. Fou, c'est là, tu l'as dit toi-même, en fait, en disant l'enjeu business qui est très très fort. En fait, tes mots disaient ça. Ouais, c'est ça. C'est la zone de douleur. C'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde tellement
ultralibéral et tellement financier, où on ne valorise que la valeur mobilière. Hein. On veut, d'ailleurs, on le voit bien avec notre politique française et notre président. Aujourd'hui, rien n'est fait pour t'encourager à garder, à faire dormir ton argent, à le faire prospérer tout seul. On veut qu'il se déplace, on veut que tu achètes et on veut des flux financiers. Et ça, c'est le propre des banquiers. On ne veut pas de matière. On veut de la fluidité. Aujourd'hui, c'est là où je crois qu'on a besoin de leaders visionnaires, on a besoin de courage politique. Parce qu'en fait, quand on a une loi européenne comme la RGPD, ça a été fait dans un élan de courage incroyable, dans un moment où il y en avait déjà très peu. Et là, au fur et à mesure du temps, on se rend compte que, regarde, on n'a jamais vu avec cette inéligibilité de Madame Marine Le Pen. Ouais. Et je ne sais pas si tu l'as aperçu aussi, mais depuis 3 jours, on a l'impression, il y a beaucoup plus de discours positifs, de discours en faveur de la tempérance, de la diversité, de la mesure, alors que ces derniers mois, on était en train de se demander est-ce que tout le monde est d'extrême droite. On était un peu tendu. Ouais. Tout le monde était un peu, j'avais l'impression que tout le monde embrassait des discours absolument... absolument fous. Et donc, c'est là où on se rend compte que l'espoir est en sommeil. Et l'espoir, c'est un mot pour les poètes. On pourrait nous parler de vision. On a besoin de savoir où est-ce qu'on va mettre le cap en tant que pays, en tant que continent. C'est quoi notre identité? C'est quoi nos lumières en 2025? Est-ce qu'on a encore des hommes ou des femmes politiques qui sont suffisamment visionnaires pour justement ne pas privilégier le business? Tu vois, on a vu des centaines de milliards investis dans l'IA, annoncés en France, en Europe. On n'a pas vu ça sur l'environnement. On n'a pas vu ça. Donc, voilà, il y a quand même ce drive, business, l'IA, on sait comment transformer ça en pognon. L'environnement, on sait combien ça va nous coûter, et encore pas complètement. Comment on réoriente tout ça, quoi, pour comprendre le coût de l'inaction et comprendre que le chaos arrive vraiment, OK, il y a l'IA, il y a du business ici, mais il y a peut-être d'autres sujets plus importants. Comment tu fais pour réorienter justement la réflexion, les actions et potentiellement la politique? Moi, je pense que ça tient à une ou un leader. Ouais. Ça tient à une personne. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur pour des raisons différentes. Les personnes d'extrême droite ont peur pour l'héritage de leur pays. Et en ça, il faut respecter cette inquiétude. Les environnementalistes, les écologistes ont peur pour l'air que respireront les enfants de demain. Les financiers ont peur pour la solidité des banques et la solidité des institutions et de notre civilisation telle qu'on la connaît. Les humanistes se demandent si toutes les vies se valent et si elles se vendront encore demain. Je pense que ça tient à une ou un leader. Par contre, c'est une personne et autour d'elle, des personnes qui accepteront aussi de casser les murs avec leur tête. Parce qu'il y aura de la casse, forcément. Et quand on parlait de chaos tout à l'heure, si je ne parle pas d'apocalypse climatique, je ne parle pas d'effondrement, je parle de demain des personnes qui se rebellent. Je parle en fait, c'est des choses très probables. Aujourd'hui, ça tient un peu de choses. Hein. Mais il s'agit de synchroniser une attaque dans tous les commissariats. Pendant les Gilets jaunes, il y a un week-end où on a pensé que ça allait basculer. Emmanuel Macron lui-même l'a reconnu, a dit, c'est sûr. Il y a un week-end, on s'est dit, c'est bon, on prend l'Élysée. Ça peut arriver demain. Un chaos, c'est ça, c'est un chaos, c'est... En fait, on en a marre de toutes ces bêtises, on n'est pas entendu et on va arriver. Mais en même temps, on aura ce qu'on voulait. Ça fait combien de temps qu'on dit qu'il faut que ça change? Ça fait un moment quand même. Ah mais il faut que ça change, mais il ne faut pas que ça fasse mal. Il ne faut pas que ça change trop. Moi, je veux continuer. En tout cas, pas pour moi. Je vais continuer le Cap Ferré. J'aime bien aller prendre mon coffee shop et mon avocado toast en bas de chez moi. Et je veux prendre mon EasyJet pour aller... On veut le changement, mais on ne veut pas changer. Bien sûr. Donc en fait, c'est-à-dire que ça va être ça va être le moment des grandes questions philosophiques et existentielles. Où est-ce qu'on a envie d'aller? Donc c'est ce que tu développes dans ton livre Réparer le futur, qui est un très joli titre, très poétique. Cette réparation du futur, donc elle passe par un élan individuel, collectif, le lien, un changement sociétal qui vient justement de cette prise de conscience et de certaines personnes qui poussent ce message. Peut-être un homme ou une femme providentielle qui va avoir un certain courage et qui va
assumer un changement qui va pas forcément plaire à tout le monde, mais qui sera salutaire pour la société? Je le crois et une fois qu'on a dit ça, moi je suis pas du tout prospectiviste, donc je parle vraiment en tant que femme, en tant que mère, en tant que citoyenne. Je parle peut-être que ce sont mes rêves et mes fantasmes qui parlent à travers moi, mais j'aimerais parce que ce serait le plus naturel. J'ai lu une étude très sérieuse qui exprimait que ChatGPT était stressé. Oh mince, le pauvre! Alors évidemment, l'IA ne ressent pas les émotions, Ouais, mais il est déjà stressé. mais en tout cas, l'IA sait imiter les émotions et sait les exprimer, quand elle ressent qu'elle coche toutes les cases d'une émotion et elle exprime aujourd'hui des marques de stress, en rapport avec les demandes, les questions, les remarques, que lui font, les personnes qui l'utilisent. Ce qui commence à être un peu irritable, dans ses réponses. On remarque, Ça fait 10 fois que tu me poses la même question, ça suffit. ça suffit. Non, donc en fait, quand on commence à avoir des choses comme ça, on se demande, voilà, est-ce qu'il n'y a pas des scénarios dystopiques où demain, on le sait aujourd'hui, nos institutions financières, la manière d'avoir un prêt, même le simple fait aujourd'hui de louer un appartement. Je ne sais pas si ça t'est Mmh. arrivé ou si tu connais des personnes à qui c'est arrivé aujourd'hui. Louer un appartement, même avec des revenus, c'est la croix et la bannière. On passe par des logiciels, hein. C'est même plus un agent immobilier Mmh. ni même un conseil qui se dit, OK, à qui on donne cet appartement? On a 3-4 dossiers, lequel est le meilleur? C'est une IA qui va tout identifier et qui, pour des raisons obscures, décide que non. Un prêt pour une maison, acheter une maison aujourd'hui, tu as des IA qui vont identifier si tu es marié, j'ai cru comprendre. Oui. Elle va analyser si elle voit qu'il y a eu à un moment donné beaucoup de dîners à deux et que soudainement il y en a plus et avec d'autres petits, peut-être je sais pas, tu devais aller te déplacer, surtout tu t'es déplacé beaucoup dans une autre ville ou Ouais, peut-être ouais. ton épouse l'a fait. Et ben l'IA peut décider avec une concordance de plein de points comme ça, se dire leur couple a l'air de battre de l'aile. Mmh. Je pense que il y a une grande probabilité, en tout cas il y a une grande possibilité de séparation. C'est pas bon du tout pour ma banque qui va leur prêter de l'argent, donc on va pas leur prêter de l'argent. Ou alors on livre des fleurs à madame, c'est ça le Alors si c'est pas la bonne adresse, la l'IA elle aime pas du tout. oui, alors là, oh là là, bah. Non, et là on arrive dans des cas où on en rigole, mais c'est pas drôle du tout, Mmh. Non, mais c'est parce vrai que qu'on c'est attaque littéralement les libertés fondamentales. alors tu t'impliques dans plein d'autres sujets, on en parlait tout à l'heure, tu écris des poésies, tu as écrit un livre, mais tu as aussi écrit, un roman. Heu, J'écris un roman, je Tu l'ai pas encore écris écrit, oui. un roman, tu es sur des scénarios, tu fais beaucoup de conférences. Quels sont les autres messages au-delà de Digital for the Planet ou du numérique, de l'environnement? Quels sont les autres messages que tu vas porter, dans ces différents, médias ou exercices que tu vas faire? Écoute, je pense que ce que j'aime le plus, c'est communiquer. Donc c'est pour ça que j'écris des scénarios, soit pour le cinéma, soit pour la télé, que j'écris de la poésie. Hem, J'écris des livres. C'est surtout parce que j'ai aussi un projet de livre pour enfants. Hem, Encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est l'humain, c'est le lien. Mmh. J'ai envie de faire des choses qui poussent à vivre avec les autres. Ça me dérange ce futur qui se profile de socialité sans corps derrière nos écrans, j'en parle dans mon livre où j'ai théorisé le phénomène de reprogrammation sociale qui nous mène en réalité vers une violence, vers nous-mêmes et vers les autres inéluctable. Pourquoi? Parce que sans se toucher, quand il n'y a pas de tendresse, on est violent. C'est prouvé aujourd'hui. Il faut se toucher pour aller bien. Quelqu'un qui n'est pas touché est plus violent. Un enfant, un bébé, animal ou humain qui n'est pas touché dans les premiers jours de sa vie, même s'il est nourri, meurt. Ah oui. Fais pas l'expérience, hein, Non, surtout. ouais, non, pas Mais un bébé qui n'est pas touché alors qu'il est nourri mourra parce il a besoin de toucher, il a besoin d'être en lien. C'est pour ça qu'il y a des enfants, des bébés nés sous X, mmh. parfois, ou abandonnés, et on demande à des associations de mamans qui viennent et qui les dorlotent toute la journée pour leur donner le Ah ouais. contact, sans même les allaiter en réalité. C'est une expérience que j'ai pu vivre avec quelques associations. C'est vrai? Ah ouais. C'est bouleversant Waouh. de pouvoir, en Surtout fait. après ce que tu viens de dire, ouais, je trouve. Mais il y a un rapport à sauver des vies, en C'est fait. Il y a des fou. femmes qui Ouais. font ça, qui travaillent au tiers-temps, au 4/5e pour pouvoir donner du temps régulier à des nouveau-nés et être là sans faute tous les jours à l'hôpital. Enfin, rien que de le dire, ça me met les larmes aux yeux. Ouais, mais c'est superbe et puis c'est un geste qui en plus apporte, aux 2 personnes, en fait. Absolument, oui. En plus, oui, je pense qu'enfin, moi, je me rappelle, j'ai pu le faire 2 fois et
ou 2 fois t'es galvanisé, Ouais, ouais. t'es rempli de douceur. C'est ça qui m'intéresse dans la vie. En fait, j'ai fait du numérique responsable. J'aurais pu être pédiatre si j'avais si j'avais su que je voulais faire ça plus jeune. J'aurais Ouais. adoré, j'aurais adoré, j'aurais pu faire tout ce qui fait que tu es là pour les gens. Et c'est ça qui m'intéresse avec l'écrit, c'est que l'écrit, c'est universel. Et puis c'est aussi un rapport au temps long. Ouais. Tu vois, des scénarios, c'est 2-3 ans. Un Oui. dessin animé, c'est 5 ans. On se rend pas compte, hein. 5 ans Tu te rends compte? pour, écrire l'histoire, le scénario et puis ensuite, Entre réaliser l'animation, quoi. Entre le moment où tu as écrit le scénario, un Ah scénario, ça peut d'accord, prendre 2 ans et le moment où il sera disponible, il 5 y a ans 5 ans minimum, hein, si tu es efficace. Donc faut et tu as travaillé sur des scénarios donc de films d'animation? alors c'est pour ça que je fais un livre pour enfants, c'est que j'aimerais travailler sur un film d'animation, mais j'aimerais que ça sorte avant en livre. Mais du coup, j'ai un grand respect pour les personnes qui font de l'animation. D'ailleurs, c'est domaine en crise, Ouais, le monde de l'animation. Voilà, il y a de moins en moins d'animations en France qui sortent parce qu'il y a beaucoup moins d'argent. On espère que ça reviendra. Mais voilà, il y a des secteurs comme ça qui souffrent et OK. dont on a besoin. Les enfants ont besoin d'imaginaire, les enfants ont besoin de beaux visuels. Tout ça pour dire que ce qui m'intéresse, c'est surtout, je m'en fiche en fait un peu du domaine. Tu vois, on peut se dire, non mais attends, Mmh. poésie, numérique, C'est bien. cybersécurité, de quoi elle parle? Et en réalité, je crois que c'est ça qui fait le sel de ma vie. D'aller chercher, d'aller puiser dans plein d'inspirations. Et donc, en effet, la cybersécurité, c'est ça qui va m'occuper OK. les Allez. prochaines années, comme je disais tout à l'heure. Mais il y a toujours ce rapport à la protection. Mmh. Non, mais il y a le lien, la protection, la communication. Tu parlais du temps long, alors c'est intéressant d'évoquer le temps long si on le rattache à la crise climatique, puisqu'on sait qu'il y a une urgence quand même. Comment tu fais le lien entre ces 2 conceptions du temps? Entre l'urgence et le temps long? Mais en fait, c'est là où il y a une poésie incroyable et qui nous dépasse. C'est que si on veut éviter la catastrophe climatique, Mmh. il va falloir qu'on travaille avec le temps long. Le problème, c'est que le temps long, c'est pas du tout quelque chose à laquelle on est formé. D'abord, on est programmé physiologiquement, cognitivement, au court-termisme. Ton enfant tombe, se fait mal, il se saigne, il faut l'emmener rapidement. C'est Mmh. parce que tu es capable de réagir très vite et de réagir dans un court-termisme, Mmh. dans un temps très court, que tu vas le sauver. Un État qui va déployer ses forces pour protéger ses concitoyens d'une attaque terroriste, ça va être grâce à sa capacité à Ouais, intervenir très vite. L'outil de cybersécurité que nous sommes en train de développer est puissant parce qu'il agit extrêmement rapidement. d'accord. Tout ça se passe en moins d'une seconde. Ouais. Donc nous sommes programmés et c'est grâce à ça que nous survivons, c'est grâce à notre court-termisme. En revanche, il devient pathologique. Ce que j'appelle le court-termisme pathologique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes conditionnés aussi par la société à ne regarder que des temps très courts. Les mandats de président Mmh. durent 5 ans. Alors, c'est une bonne chose, mais à la fois, vous allez voir un président, puis vous lui parlez d'une mesure qui va avoir un effet dans 12 ans. Il va vous dire, mais écoutez, ma chère dame, je m'en fiche un petit peu comme de l'an 40. C'est sûr. Et donc, pareil dans une entreprise. Conseil d'administration, c'est dans 1 an. Et puis, vous allez voir même un employé en lui disant: «Mais allez, toi, sois un bon mouton. Écoute, moi, je veux ma prime à Noël». Et on peut pas blâmer ces gens-là. Mmh, bien sûr. Donc, ce court-termisme-là, auquel on est habitué aujourd'hui, c'est une notification, il faut de la Mmh. dopamine, il faut des likes tout de suite, si votre post n'a pas fait de like dans la première heure, on peut s'assurer que de toutes les manières, il ne marchera pas. Mmh. Les plateformes, les navigateurs, par exemple, de recherche vont favoriser des textes courts parce qu'on veut que vous passiez le plus de temps sur le plus de contenu possible. Donc, j'ai pas envie que tu passes 1 heure sur le même contenu. Il faut que tu en lises au moins 5 parce que j'ai vendu 5 espaces à 5 entreprises. Et il faut que je leur donne les bons KPI aux 5. Mmh. Donc, je donne des conférences sur cette idée du temps long qui m'intéresse et qui m'a passionnée pendant des années, que j'ai étudiée. C'est aussi cette capacité à investir à une époque où on ne sera pas. Et c'est là aussi où on se rend compte que le bas blesse. C'est que quand vous parlez à certaines personnes de l'avenir et de l'environnement, ils vont vous dire, mais moi, les prochaines générations, elles n'ont rien fait pour moi, je leur dois rien. Et alors, c'est là où, en fait, on se rend compte que beaucoup de personnes envisagent la vie comme un phénomène linéaire. Vous voyez, ce qui vient après ne me concerne pas. En revanche, Ponctuel. c'est un phénomène circulaire. Parce qu'en fait, c'est toujours la même histoire qui se répète. C'est un jour sans fin, la vie. Et
Quand la Grande-Bretagne, fin du XVIIe siècle, commence à attaquer, à faire son empire colonial et notamment, je dirais même début XVIIIe, arrive en Australie, ça s'appelle pas comme ça à l'époque, donc ils vont coloniser cette terre. Mhm. Ils s'appuient sur une locution latine qui s'appelle terra nullius, la terre de personne. Ça fonctionnait très bien au temps des empires. Ouais. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on fait à peu près donc, la même chose. On imagine aujourd'hui qu'un pays qui veut coloniser un autre pays, ça passe pas du tout. Et d'ailleurs, on le voit bien avec les actualités. Ça passe pas. On n'aime pas ça. Et pourtant, nous, on le fait avec le temps. On pourra appeler ça ce phénomène de tempus nullius. Le temps de personne. Parce qu'en fait, on s'en fiche de demain, de l'avenir, parce qu'il appartient à personne. En réalité, si, il appartient à des générations non nées. Alors, hormis dans la situation où toutes les femmes demain deviendraient stériles, et ne pourraient plus enfanter, et qu'on n'aurait plus aucun moyen de faire des bébés, Ouais. a priori, il y a des gens qui vont exister. Et alors, ça nous pose problème parce qu'on ne les voit pas. Et c'est Gilles Deleuze qui parlait merveilleusement du réel. Qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui l'est pas? Et il explique qu'il y a des choses qui sont visibles et qui ne sont absolument pas réelles, et des choses qui sont invisibles et qui le sont. On peut penser à l'air, à l'électricité, qui ne sont pas visibles et pourtant bien réelles, et notre reflet dans le miroir, qui n'est pas une réalité, mais qui pourtant est visible. Donc en fait, c'est comment est-ce qu'on se réapproprie bien les mots, et comment est-ce on apprend à comprendre de quoi on parle. En ce moment, par exemple, je suis assez fascinée de voir comme les mots laïcité et démocratie sont complètement galvaudés et plus personne ne les comprend, les emploie à travers. Mais en fait, et c'est hors sujet. Enfin, si on devait noter des commentaires de texte de ces personnes-là et qu'on passait à l'écrit tout ce qu'ils disaient à l'oral, il n'y a même pas de notes, c'est hors sujet. En fait, vous ne savez pas de quoi vous parlez, madame ou monsieur. Donc, comment est-ce qu'on se réapproprie les mots du réel, du visible, de l'invisible, de ce qui existe et ce qui n'existe pas, du temps long et du temps court? Et le temps long, alors l'idée c'est pas d'être des paresseux, tu sais, ces animaux très très lents, c'est pas ça l'idée. Évidemment, le temps court doit rester, mais on s'est aperçu, et peut-être qu'avec Albert Boncouébert que tu as reçu, peut-être que tu auras l'occasion d'en parler, peut-être que tu en as déjà parlé, mais le cerveau a une grande aptitude à voyager dans le futur comme dans le passé. Simplement, on n'est pas du tout habitué à voyager dans le passé. Et je me suis aperçue en voyageant et en travaillant sur ce sujet qu'il y avait déjà... Moi, ce qui m'intéressait, c'est, OK, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, Guillaume. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est comment est-ce qu'on peut inculquer et imprégner le temps long dans nos organisations et dans nos manières de faire l'économie. C'est ça qui, pour le coup, peut être intéressant. Et donc, je me suis dit, il y a forcément des cas d'usage. Et on se rend compte, par exemple, qu'au Pays de Galles, eh bien, dans la Constitution galloise, il y a un amendement qui dit que il est interdit d'écrire une loi si elle impacte les générations futures. Il faut qu'elle soit aussi positive pour nous-mêmes, au temps présent, que les personnes demain. Au Japon, dans les conseils municipaux, dans les villes, les conseils se tiennent de telle sorte. Le conseil est divisé en deux parties, deux groupes. Un groupe va représenter les personnes d'aujourd'hui et un autre groupe va se revêtir d'une cape et va prendre corps et va interpréter, représenter les générations non nées. C'est génial. Et en fait, ça va créer un débat. C'est absolument fascinant de voir ça. Extraordinaire. Et j'ai eu la chance de découvrir des communautés Iroquois aux États-Unis, où là, dans le conseil du village qui se tient très régulièrement et autant que nécessaire, on a la politique de la chaise vide. Et la Bien chaise... sûr. Ouais. La chaise vide représente les personnes qui ne peuvent pas prendre la parole, mais qui la prendront un jour. Et ça concerne dès les bébés. Voilà. Il y a aussi, par exemple, aujourd'hui, des mouvements dans le monde entier de parents, de familles, qui, pour les élections présidentielles, vont simplifier les programmes de chaque candidat pour les présenter avec des dessins, des mots très ludiques à leurs enfants. Et demander à leurs enfants de voter pour leur candidat. Et là, on a une éducation civique qui est extrêmement profonde, poussée. Ouais, c'est en génial. fait, on se dit, mais attends, comment on n'a pas pensé à ça? Et donc, ça implique les enfants à apprendre. On n'apprend pas à 25 ans à dire, c'est peut-être mon monde, ça, faut peut-être que je m'en occupe. Ouais. Tu vois?
c'est comment est-ce que dès le plus jeune âge, sans évidemment leur mettre une espèce d'éco-anxiété ou de politico-anxiété, à 5 ans, le gamin a des problèmes d'adulte, il va à Allez, l'école, démerde-toi. il fait un Xanax, tu vois, Ouais. j'en peux plus. Surtout, te plante pas dans l'urne. Tu sais, le mec a des débats sur les candidats en cours de récré avec ses copains. Non, l'idée n'est pas là, mais de commencer à leur donner... Mon copain, il est trop relou, il est trop techno-solutionniste. T'imagines l'embrouille. Et il faut faire attention, évidemment. Là, mon fils, hier, on lisait un petit livre, tu sais, ces petites biographies pour enfants, on lisait Louis Pasteur. Ouais, c'est Et sympa, ça, j'adore. Et on a lu Albert Einstein. Et donc, on parle de toute son époque où, en tant que juif allemand, il doit partir aux États-Unis. Il va sauver, en plaidant pour eux, tous les scientifiques juifs allemands pour qu'ils puissent partir aussi et éviter, malheureusement, les camps de concentration. Et du coup, je me suis retrouvée. Et j'avais pas prévu qu'on parle déjà de tout ça. Et mon fils a 5 ans, il me dit, maman, c'est quoi le nazisme? Waouh, ouais. Et j'ai vu mon mec passer, il est reparti. Et j'ai dit, ok. Je ne suis pas là. Mais donc j'ai trouvé, je lui ai dit, les nazis, c'est des personnes qui ne veulent pas vivre avec des personnes qui leur ressemblent pas. Et voilà. Et donc en fait, je pense que voilà, pour donner concrètement à quoi ça pourrait ressembler. Le début du concept est là, hein, ouais. Donc il est arrivé à l'école ce matin, je le dépose, il va voir sa directrice. Les nazis, c'est les... Il a répété la phrase, la maîtresse qui me regarde. Oui, bonjour. 8h12. Ouais, mais c'est génial déjà de les initier à ça dès le plus jeune âge. Hein. Une façon pédagogique, plus légère bien sûr, mais... Évidemment plus légère, mais là on a déjà du temps long. Parce qu'en réalité, ces enfants-là auront déjà, arrivé à 20 ans, au moins un peu d'expérience sur... Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais démocratiser au plus grand nombre, en fait. Parce que une fois qu'on a dit ça, on se rend compte que oui, on est beau, nous, dans nos petits cercles privilégiés où on peut acheter la biographie d'Albert Einstein et de Louis Pasteur à nos enfants, mais c'est pas le cas de tous les parents. Non, bien sûr. Donc c'est aussi ça, une action pour le coup de Digital for the Planet. On a une grosse force enfance. On a développé d'ailleurs un accompagnement pour les parents à l'éducation numérique pour passer de la maturité numérique jusqu'à l'indépendance numérique selon les âges. On l'a développé avec l'Académie des sciences. Et notamment, et ça a été important pour moi de le déployer dans les maisons plus vulnérables sur le plan social ou financier, où parfois la tablette avec des jeux ou des contenus, c'est une nounou d'appoint. C'est un moment aussi pour pas péter un câble, parce que les enfants, c'est merveilleux, mais c'est difficile. Et donc d'apprendre qu'il y a des bons contenus, et qu'en fait, c'est comme quand on mange, c'est de la calorie vide ou de la calorie riche, et qu'on fait du diabète numérique, et que le cerveau est un muscle, en fait, et qui va se nourrir des nutriments qu'on lui donne ou pas. Donc si vous donnez du Burger King tous les jours... c'est vrai. Et j'adore Burger King, tu vois, mais que de temps en temps, tu vois. Enfin voilà, t'as compris. Non, mais puis le temps long, c'est vraiment la meilleure façon de rêver, quoi. De rêver, d'utiliser son imagination, d'avoir une vision et d'avoir un projet individuel, collectif ou de société. Pour emmener peut-être, pour changer un peu la trajectoire sur laquelle on est aujourd'hui. Oui, absolument. Et donc voilà, j'ai un peu digressé, mais sur le temps long, tu vois, quand on déroule le fil comme ça, après on s'en compte. Et donc j'ai développé des méthodes, des outils hyper concrets pour aider les organisations à installer un peu plus de temps long et de se figurer un peu plus à quoi ça peut ressembler demain. Et moi, à titre personnel, j'ai un petit outil qui est complètement débile, mais qui marche hyper bien et qui me permet de me réancrer au quotidien, parce qu'en fait, c'est très facile de repartir dans une espèce de flux tendu, tu sais, de j'ai pas le temps, je suis pressée, je suis méga pressée. Tout à l'heure, c'est ce que tu m'as demandé, tu m'as récupéré en bas, tu m'as dit t'es pressée, je t'ai dit écoute, j'ai des trucs à faire, mais il n'y a pas de flux tendu. Donc t'as un outil magique? Mais c'est quoi cet outil? C'est un outil stupide, tu vois, mais moi qui m'aide bien à m'ancrer. Je travaille à la main déjà, je fais ma to-do list, tout ce que j'ai à faire, je l'écris. Pour bien le conscientiser. Je le mets pas dans mes notes volontairement de mon téléphone, je l'écris. Donc j'ai un carnet qui est que les choses à faire de la journée, et j'ai un calendrier, tu sais, en carton. Voilà, que je vais acheter chez le à l'ancienne. La maison de la presse du coin. Très bien. Maison de la presse, meilleur magasin français. Bien sûr. Franchement, c'est toute mon enfance. Et en fait, donc il y a 2025, et je rajoute un 0 devant. En fait, et ça me laisse mon cerveau se figurer qu'un jour, il y aura un 22 025. Ou en tout cas, enfin, le monde va continuer bien longtemps après nous. Et ça me ramène un peu à ma petite condition de petite humaine qui vit sur une planète qui a déjà des milliards d'années et qu'on aura peut-être des milliards d'autres. Donc, où est-ce qu'on sera dans 1000 ans, quoi? Merci beaucoup. Merci pour ce temps.
que Merci à tu toi, nous as Guillaume. accordé et pour ces idées, pour ton engagement, pour tes différents combats et pour ce message passionnant que tu nous as livré aujourd'hui. Merci Merci à pour toi. tout, Inès. Merci Bon à toi, Guillaume. courage et à bientôt. À bientôt. Ciao.